donc Yael Benayoun, présidente du Mouton Numérique. Irénée Regnault, cofondateur du Mouton Numérique et blogueur sur un site qui s'appelle Mais où va le web. On participe cette année à Ethics by Design pour présenter un livre qu'on a écrit tous les deux qui s'appelle Technologie partout, démocratie nulle part, plaidoyer pour faire de la technologie, des choix technologiques l'affaire de tous. Et c'est un livre en fait qui, d'une part, déplore le manque de démocratie dans les grands choix technologiques, mais aussi des petits choix technologiques, et qui, d'autre part, envisage un certain nombre de pistes pour justement faire de la technologie une affaire plus citoyenne, pour qu'elle soit mieux choisie et moins subie. En fait, ce qu'on essaye de montrer, c'est que les problèmes sont plus profonds que ça et demandent, avant même de penser à la conception, de penser à l'objet technique qu'on veut faire, au pourquoi on le fait, donc de l'ancrer dans une discussion plus globale de quelle technologie voulons-nous, mais pour quel monde voulons-nous. Se demander quelles caractéristiques politiques ont une technologie, c'est déjà acter du fait que les technologies ne sont pas neutres. Donc on entend souvent dire un couteau ça sert à tuer son voisin ou à peler une pomme. En fait, c'est pas exactement vrai. Entre les deux, il y a tout un tas d'usages qui vont émerger et qui vont modifier la façon dont vivent les gens. Donc le couteau c'est un petit peu basique, mais si on prend une technologie qui accélère le monde, on peut en faire effectivement une part d'usage qui pourrait être considérée comme bénéfique et d'autres moralement critiquables. Entre les deux, le monde s'accélère quand même. L'affordance, c'est la capacité qu'a un objet technique à solliciter un certain type d'action. Donc, par exemple, l'affordance d'un fauteuil, c'est qu'il vous donne envie de vous asseoir. L'affordance d'une arme, c'est qu'elle peut vous permettre de tuer quelqu'un. Et de fait, si vous mettez les armes en libre circulation, vous allez multiplier le nombre d'accidents, voire de meurtres. Donc on ne peut pas dire par exemple d'un pistolet qu'il est bon ou mauvais selon l'usage qu'on en fait. Et si on file l'exemple de la reconnaissance faciale, l'affordance de la reconnaissance faciale, c'est que les gens n'aillent pas dans la rue, ou en tout cas essayent de ne pas être vus en train de manifester. Donc ça peut avoir des conséquences très concrètes sur les libertés fondamentales, le droit à manifester, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'il est souvent difficile de prévoir ce que va faire une technologie à l'avance. Et quand on essaye, malheureusement, il est souvent trop tard et la technologie est déjà là, elle est devenue essentielle. Mais on peut quand même se doter d'outils, et on le fait depuis longtemps, avec des méthodologies type technology assessment ou des méthodologies d'évaluation, des études d'impact systémique, et puis du travail de designer qui permettent d'envisager certains usages. Nous, on pense qu'aujourd'hui, cette anticipation sur les usages, sur ce qu'on peut faire de ce qu'on fait, elle est assez inexistante. On déploie, on réfléchit après, on constate en fait les effets sociaux qui peuvent être par ailleurs positifs, hein, on ne dit pas le contraire, mais qui peuvent aussi être négatifs, et parfois on se rend compte que c'était assez évident, que plein d'associations en avaient déjà parlé et qu'encore une fois on ne les a pas écoutées. Donc on essaie justement de réintégrer ce processus d'évaluation avant ou au moins pendant la conception, et pas de découvrir après ce qui s'était passé. Et pour ça, on n'est pas si démunis que ça. Et, un exemple qu'on prend dans le livre, c'est l'activiste Richard Sklow, qui propose, en tout cas, une sorte de grille de lecture avec des questions auxquelles il faut faire attention à chaque fois qu'il y a une introduction d'une nouvelle technologie. Donc les questions, c'est pas tant est-ce que la technologie va être biaisée ou pas, ou est-ce qu'elle va exclure tel public, mais c'est plutôt est-ce que quand celle-là dite technologie va arriver dans l'environnement, est-ce que ça va détruire le tissu social? Est-ce que ça va modifier les rapports sociaux? Est-ce qu'il va y avoir des rapports autoritaires qui vont se créer? Est-ce qu'au contraire, ça va favoriser la participation? Est-ce que ça va horizontaliser le pouvoir, etc. Et du coup, donc là c'est vraiment du point de vue plus politique, mais dans cette même grille, il invite à prendre en compte aussi les conséquences écologiques, par exemple, ou dans le travail. Et c'est ce qu'on explique dans le livre aussi, avec ce titre un peu punk, hein, technologie partout, démocratie nulle part. Faut essayer de prendre la complexité des rapports entre technologie et démocratie, de complexifier aussi ce que c'est que la démocratie, parce que souvent, surtout en ce moment avec les débats sur les nouvelles technologies, c'est un peu du pour ou contre, les amiches contre les progressistes, tout ça c'est très simpliste en fait. Et la démocratie est souvent réduite en fait à un mode de scrutin, donc par exemple le référendum, et on vous dit c'est pas possible de voter pour ou contre la 5G. En fait, c'est pas ce qu'on dit du tout. Nous, ce qu'on explique dans le livre et ce qu'on essaye de détailler, c'est les modes de relations sociales en fait qui sont induits par des technologies qui, alors elles ne sont pas toutes seules à faire ça, il y a toute une culture derrière, éventuellement des tas de choses qui se passent, mais ça peut favoriser certains types de relations sociales qui relèvent ou non du démocratique. Quand vous regardez la socio-histoire de la démocratie c'est quoi? C'est aussi des espaces publics libres, constitués, où les gens peuvent se réunir, parler. En fait, il y a tout un tas de choses complexes dans la démocratie
qui vont justement de l'appropriation facile du langage, des autres, de la capacité à contester par les syndicats, par tout un tas de corps intermédiaires, de contre-pouvoirs. Et c'est ces relations-là entre démocratie et technologie qui nous intéressent. On a de longs passages dans le livre sur l'ingénieur, le rôle de l'ingénieur et l'éthique de l'ingénieur, où justement on essaye d'expliquer que toutes les bonnes intentions du monde à l'échelle d'une entreprise qui pollue ou qui fait je ne sais quoi sont difficilement conciliables avec les valeurs d'un seul individu en fait. Donc nous on est plutôt à contre-courant de ça, à dire qu'il faut sortir de ce rôle trop important donné à une personne qui, un peu à la David contre Goliath, sauverait tout. Ça n'existe pas. En fait, ces technologies sont faites en chambre. C'est-à-dire c'est des solutions, en plus, avec les investissements qui sont mis derrière, qui sont faites en chambre, qui à un moment sortent sur le marché et il va falloir les implémenter sur un territoire. D'où cette question de faire accepter les populations et que ce serait aux populations de changer leur habitude pour que avec la technologie, ça marche bien, quoi. En fait, nous, ce qu'on montre dans le livre, c'est que on peut pas, enfin, en tout cas, il faut vraiment éviter d'avoir ces technologies qui descendent à un moment donné, mais qu'il faut les intégrer tout de suite dans leur contexte d'implémentation. Et donc ça veut dire, en fait, dès le début, et donc là, je te rejoins Irénée, avant, en fait, que ça arrive aux concepteurs, intégrer les personnes qui vont être les premières concernées. Donc, est-ce que ce sont des travailleurs dans le cas d'une entreprise, des citoyens dans le cas, je sais pas, d'une infrastructure d'une ville, par exemple, pour déjà prendre en compte leur réalité actuelle, comprendre de quoi ils ont besoin, et à partir de là, penser une technologie qui finalement va réellement répondre aux besoins du territoire ou du contexte dans lequel elle s'implante. Et d'ailleurs, là, il faut faire attention au nom de technologie. Peut-être que la réponse va pas être forcément une nouvelle technologie, une nouvelle application. Ça sera sûrement peut-être plus fin que ça. Oui, je pense qu'on prend aujourd'hui des choses un petit peu à l'envers. Et c'est pour ça que le débat sur la 5G est pour nous très intéressant. On en parle dans le livre. On a déjà une cristallisation autour de quelque chose qui est bien plus large que la seule 5G, c'est évident, et qui représente assez bien finalement quelque chose qui est assez historique en France, où des grands projets d'infrastructure sont, en tout cas, donnent l'impression d'être imposés par le pouvoir, ce qui est un petit peu bizarre, et justement sont très descendants, en fait. Et ça suscite des inquiétudes, ça suscite de la défiance, et si la seule réponse apportée à cette défiance, c'est le mépris, alors l'effet sera de cristalliser la défiance, de l'augmenter, de la raffermir en fait. Donc ça n'a pas d'intérêt, tout simplement. Il aurait fallu effectivement considérer, disons, auparavant, mais les développements de cette technologie, la 5G, se sont faits il y a 10 ans, les besoins. Vous voyez, c'est un peu... et le problème, c'est qu'à côté de ça, on nous coince, en fait, on nous empêche d'avoir le débat parce qu'on a des poncifs qui sont à chaque fois défendus sur ça va nous empêcher de réindustrialiser, on comprend pas trop comment, et c'est peut-être vrai, mais discutons-en, c'est le progrès, il faut s'adapter à la compétition internationale ou on va être en retard par rapport à la Chine. En fait, ces arguments-là ne font plus mouche, ou très difficilement, ou auprès d'une petite catégorie de gens qui sont persuadés d'avoir raison tout seul, mais on n'a pas raison tout seul, et on a rarement raison par la force, ou alors on n'est plus dans une démocratie. Donc il faut rediscuter des besoins, en fait, tout simplement. Un des gros débats qu'on n'a pas aujourd'hui sur la 5G, c'est que oui, effectivement, ça répond à des objectifs industriels, parce qu'il y a des entreprises, il y a des industries qui aujourd'hui, ça fait par exemple 3 ans que l'industrie de l'automobile n'a plus de débouchés, en tout cas où ces débouchés sont en train de stagner, pareil pour l'industrie de la téléphonie, donc ce sont des industries qui vont chercher de nouveaux marchés, et la 5G va permettre d'avoir, de pouvoir avoir de nouvelles technologies pour répondre à cette industrie. Bon, donc l'argument qu'on a en face, c'est mais si on n'a pas la 5G, ces industries, à la fin, il y aura des pertes d'emplois. Il y aura des usines qui vont fermer, des emplois qui vont fermer. Donc, ça va être la catastrophe. Oui, parce qu'en fait, ça pose des questions d'emploi qui sont incommensurables. Et le problème, c'est que c'est facile de se les poser dans un monde sans limite. Dès lors que le monde est limité, forcément, ça va générer des frictions dans le monde industriel. On voit aujourd'hui... dans un autre registre, beaucoup de défiance par rapport à l'avion, avec une industrie qui se défend à raison parce qu'il y a des emplois en jeu, et on sait très bien qu'au bout d'un moment, ça va rencontrer une sorte de mur, en fait. Donc, et je pourrais dire pareil de la fast fashion ou de la viande rouge tous les midis, c'est des industries qui sont plus possibles, en fait, ou pas possibles dans l'état actuel de leur existence. Et c'est des industries qui ne seront toujours pas possibles, même avec des améliorations technologiques. On devra forcément en passer par une forme de retour, ou plutôt d'autres directions, en fait, c'est même pas un retour. Et c'est précisément de ces directions-là dont il faudrait qu'on discute aujourd'hui, en fait. Et c'est comme si la question était interdite. Ce qui aurait été intéressant, stimulant intellectuellement de se poser comme question sur la 5G, par exemple, c'est qu'est-ce que voudrait dire réellement ne pas y aller ?
Et ça, c'est un peu la question interdite, en fait. Et pour des raisons évidentes, hein, qu'on comprend parfaitement. Mais essayons d'y répondre, en fait, démocratiquement. Et on verra que on va faire un autre projet politique qui a des défauts, des qualités, mais qui est intéressant à étudier en soi. Et ça veut surtout pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles technologies. Bien Ça sûr. veut juste dire qu'elles auront une autre tête, une autre forme. Bien sûr.